Je ne pensais pas revoir Ramnan Azam si rapidement, mais depuis notre interview, certaines choses se sont passées, certaines choses assez déplaisantes et qui se passent de plus en plus souvent. Bonjour Ramnan Azam. Bonjour Ramnan. Bonjour Alexandre. Alors voilà, j'expliquais que je ne pensais pas te réinterviewer aussi rapidement, mais entre l'interview qui a eu lieu début de semaine et aujourd'hui, un événement particulièrement déplaisant a eu lieu qui montre à quel point l'État est tout puissant et fait un peu ce qu'il veut avec les opposants et surtout criminalise la lutte et la contestation même tout simplement, hein. Explique-nous ce qu'il s'est passé quand tu attendais ton avion pour l'Espagne, puisque beaucoup de gens ne le savent pas encore et c'est évidemment pas les médias du pouvoir qui vont en parler. Écoute, je suis heureux et fier de faire un témoignage sur ma vie sur la chaîne Kairos avec Alexandre, un citoyen européen très correctement constitué. Mardi 16 avril, j'allais partir à Saint-Jacques-de-Compostelle et donc j'ai réservé mon billet d'avion normalement sur Internet comme des millions de personnes qui font sur Internet à travers le monde. Et j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle et je présente mon passeport, ma carte d'identité française et il me donne ma carte d'embarquement et je rentre dans la salle d'attente. Et puis j'attends à peu près 1h30 assis sur ma chaise. Mais dès la première seconde que je suis rentré donc dans le hall de l'aéroport, de la salle d'embarquement, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui est absolument pas normal. Il y a énormément de patrouilles de police armées jusqu'aux dents. Et elles regardaient autour de moi. Ils ont même demandé la carte d'identité de 4 ou 5 personnes autour de moi. Et les gens à qui ils ont demandé la carte d'identité, ils avaient un petit peu un look pas très rassurant. En fait, parce qu'ils n'ont pas pu me repérer immédiatement, parce que moi j'ai un look, comme tu le constates, je suis normal, tout simplement. J'ai pas vraiment un visage qui inspire la mi-confiance. Je suis plutôt confiant. Voilà. Donc j'ai pas un visage d'un terroriste ou d'alcoolique ou de drogué ou de. Donc ils ont fait 2 ou 3 essais autour de moi et ils ont attendu que je sois dans le dernier couloir qui amène à l'avion. Et là, je me trouve entouré par 5 ou 6 ou 8, je ne sais pas vraiment, je ne vais pas dire de chiffres hasardeux, mais beaucoup de policiers autour de moi qui m'ont entouré, qui m'ont parlé violemment avec un ton extrêmement ferme en disant « Maintenant, vous allez partir avec nous ». Je regarde le monsieur qui me parle, un monsieur très grand, il faisait au moins 1m95. Je le regarde dans ses yeux, il avait les yeux verts. Je lui dis, monsieur, je suis sûr que vous vous trompez, c'est pas moi que vous êtes en train de chercher. Parce que moi, je suis totalement innocent. Et là, il me répond avec un regard, mais vraiment rempli d'arrogance. Non, 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 c'est vous qu'on cherche. Et là, moi, je me suis dit, bon, là, j'ai l'habitude de respecter la police parce que je suis né dans une famille, mon père, elle était dans la police, mon frère était dans la police. Donc, d'une manière générale, pour moi, le service de la police, c'est un service citoyen et pas un service de répression.
Et j'ai beaucoup de respect pour ce métier. Donc, je suis allé avec eux et on a traversé la salle jusqu'à l'entrée de l'aéroport. Là, je me suis trouvé en face d'une voiture. Ils m'ont pris, ils ont pris mes mains, ils ont mis les menottes dans mes mains. Ils m'ont poussé dans la... Tu représentais aucun danger? Absolument. Ils m'ont menotté, ils m'ont poussé dans la voiture et ils ont roulé à une vitesse assez quand même supérieure jusqu'à l'arrivée de commissariat, qui est pas très très loin de l'aéroport. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai commencé à mémoriser un petit peu ma vie. Depuis que je suis né le 24 mai 1957, j'ai 67 ans aujourd'hui, bientôt, enfin dans quelques jours. Je suis né dans un village qui s'appelle Al-Douira. Al-Douira, il est à 104 km au sud de Damas, sur la route de Jérusalem. Et je suis pratiquement à 150 km de Jérusalem, de Bethléem, le village de naissance de Jésus. J'essaye de faire un petit peu de situer l'histoire pour les gens qui sont comme moi passionnés d'histoire. Donc, je suis né dans une famille paisible, je connais le nom de mon père, de mon grand-père, de mes ancêtres, et j'ai toujours été passionné d'histoire. Et je me suis inscrit à la faculté de droit, et même à la faculté de droit, j'étais très passionné par l'histoire de droit. Je commençais à lire le code de Hammurabi à Babylone, le code romain. J'ai étudié le premier traité entre Damas et Lyon, parce que Lyon, c'était la capitale de Gaulle, et Paris, à l'époque, elle n'était même pas née. Donc j'avais vraiment un passion pour l'histoire jusqu'à la fin de mes études de droit, et j'ai commencé à découvrir la civilisation occidentale. J'ai fait toutes mes études dans ma langue maternelle, la langue arabe, et ma deuxième langue, c'était l'anglais à l'école. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la civilisation occidentale. Bien entendu, c'est à travers la France, parce qu'on avait un rapport assez particulier, parce que la France a gouverné, a occupé la Syrie pendant 26 ans. Et donc, mon père, ma mère, ils me parlaient toujours de mon grand-père qui est combattu contre l'armée française en Syrie. Et quand j'ai vraiment été décidé de venir en Occident, je me suis dit, je vais venir en France pour voir qu'est-ce que c'est ce pays qui m'a quand même colonisé. Et pour mieux connaître la civilisation occidentale, j'ai décidé de venir à cheval. J'ai mis 14 mois à Alexandre. J'ai mis 14 mois d'arriver de mon chez moi jusqu'à Paris. Donc j'ai traversé la Turquie, la Bulgarie, la Yougoslavie, la Grèce, l'Italie, la France. Là, c'est Damas-Moscou, mais... Et après, bien entendu, j'ai fait Damas-Moscou. Donc, j'ai discuté avec les gens. J'ai passé presque 800 jours sur la route en parlant avec les gens de Midi, le Var, avec la région lyonnais, avec les Ardéchois, la région parisienne. Donc, j'ai constitué un réserve extraordinaire de relations avec le français. Et c'était des histoires passionnantes de discussion. On n'a pas toujours été d'accord, mais il y avait toujours de l'amitié et de respect. À la fin de ce voyage, je me suis installé à Paris avec mon épouse qui est française, française de souche, de pure souche. Donc, et je me suis installé au 234 rue Championnet, Paris 18e, au pied de Montmartre. J'ai constitué une entreprise parce que je ne suis jamais venu en France pour avoir l'aide sociale en France.
j'ai la culture de travail. J'adore travailler, donc j'ai tout de suite monté mon entreprise. J'avais des salariés. Donc, automatiquement, j'ai adhéré à un syndicat de patrons. Et en parallèle, j'ai commencé à m'intéresser tout de suite à la vie de quartier. Parce que je suis né dans une famille où on faisait de travail sociaux pour les gens, on rendait toujours des services. Donc, j'ai fait une association qui s'appelle La France qui marche. Si vous tapez sur Internet, vous allez trouver cette association. On faisait de repas de quartier, la fête de quartier. Je travaillais avec la mairie du 18e arrondissement, la mairie du 17e arrondissement. Tout notre travail consistait sur le mieux vivre ensemble. J'étais un émigré rêvé pour la France, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui contribue à tous les caisses, la garbe, le circo, le TVA, le truc, le machin, tout ça. Donc j'ai vraiment apporté quelque chose et pas seulement appris quelque chose. Et en parallèle de tout ça, j'ai écrit des livres. J'ai écrit Le Cavalier de l'Espoir, avec l'aide, bien entendu, des dictionnaires et des amis qui m'ont aidé à corriger les fautes d'orthographe dans mes livres. J'ai écrit À cheval entre Orient et Occident. En 2006, je faisais la marche de Marseille à Paris pour l'égalité de chance. On était reçus par Dominique de Villepin, que je salue au passage, dans son bureau. Suite à cette marche, il a déclaré l'égalité de chance grande cause nationale. Et il y avait la loi de l'égalité des chances. J'ai fait beaucoup de films documentaires sur les immigrés, sur l'arrivée de l'immigration en France, sur l'apport de l'immigration en France. Et je peux défendre parfaitement ce que je suis en train de dire. J'ai travaillé avec l'ancien ministre, que Dieu bénisse son âme, Bernard Stasi, qui a écrit un livre, « À l'immigration est une chance pour la France ». J'étais très proche de Jacques Chirac. En 2009, le mois de février 2009, j'étais décoré chevalier de l'Ordre national de mérite au Sénat par Bernard Bachelet, qui était à l'époque coordinateur national de renseignement à l'Élysée, en présence de Serge Dassault et de sénatrice Halima Boumediene. Et dans ce temps-là, j'étais nommé conseiller au Prud'homme à Paris. J'étais le premier Français d'origine immigrée, homme, parce qu'on était deux personnes d'origine étrangère. Il y avait une femme et moi-même, parmi 1200 conseillers de Prud'homme. Donc, tout ce que j'ai fait, en fait, je ne suis pas en train de m'étaler pour me faire mousser, mais juste pour justifier que ce qui s'est passé avec moi à l'aéroport, c'est absolument inadmissible. Et c'est un signe de faiblesse de l'État français. Parce qu'aujourd'hui, Alexandre, ce n'est pas difficile de connaître un être humain au bout de 5 secondes. 5 secondes, tu tapes le nom de quelqu'un, tu as son nom, son âge et une biographie totale de sa vie. Quelqu'un de 67 ans, elle ne peut pas devenir d'un seul coup comme ça un danger pour la République. Ouais, mais donc ça indique que tes idées, les nôtres aussi, dérangent profondément l'État, la caste médiatique et politique. Donc ils t'arrêtent, ils te menottent, ils te mettent dans une voiture. Tu dois quand même être assez étonné. Tu te remémores ce que tu viens de nous dire, que tu es un citoyen en fin de compte respectable et que voilà, il y a eu des années où justement tu étais décoré, tu n'avais aucun problème. Et là, tout à coup, dans une période historique maintenant actuelle où les positions où tout est polarisé, où ça se radicalise, tu as une position par rapport à la Palestine. Voilà, tu défends la Palestine pas parce que c'est la Palestine, mais parce que c'est le peuple qui est en train d'être massacré par le gouvernement israélien. Comme disait Orwell, je veux dire, je ne défends pas un groupe, je les défends parce que ils subissent l'injustice. Je suis sûr que si Israël subissait l'injustice et que tout à coup les Palestiniens devenaient des gens, c'est impossible, mais imaginons qu'ils massacrent les Israéliens, tu changerais de camp, donc tu défends la justice
Et est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'ils t'arrêtent? Qu'est-ce qu'ils font avec toi après dans cette voiture et ils t'amènent au commissariat où tu restes, je crois, 24 heures? Alexandre, ce que tu viens de dire mérite une explication. En fait, quand j'étais encore chef d'entreprise au 234 Championnet Paris 18e, il y avait quelques jeunes issus de l'immigration, 7, 8, une dizaine de jeunes comme ça qui chahutaient un peu dans le quartier. Quand j'ai essayé d'aller les voir pour discuter avec eux, pour leur dire qu'ils vous donnaient une mauvaise image de l'immigration, à l'époque, il y avait un officier de la police qui m'a dit, Adnan, arrête, c'est pas ton travail. Il m'a expliqué que moi, en tant qu'immigré correct, j'intéresse personne. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les immigrés qui sont pas corrects. Et j'ai compris quelque chose de profond, de fondamental, qu'il y a un tiers personne, un troisième parti, je ne sais pas laquelle, je ne veux pas le nommer maintenant ici, comme dit mon ami Dominique de Lavarde. Il y a une partie, un autre parti caché qui veulent toujours faire la promotion des immigrés incorrects pour dire aux Français de souche en disant, regardez, vous savez, voilà, c'est ça les immigrés, c'est ça les musulmans. Pour diviser encore les gens. Pour diviser les Français de souche et les Français issus de l'immigration. Ça, c'est mon prochain livre que je suis en train de travailler maintenant. Parce que c'est très important. Et c'est pour ça que j'appelle tous mes amis français qui se présentent comme patriotes. Si vous êtes vraiment patriote, essayez d'être intelligent. Parce que patriotisme sans intelligence amène aux catastrophes. Il faut être patriote et intelligent. Patriote et intelligent, il faut comprendre qui sont les gens qui sont venus travailler en France, pourquoi ils sont venus travailler en France, qui sont les forces anglo-saxons qui les ont amenés ici pour foutre la merde en France et en Europe. C'est les anglo-saxons. Personne n'a demandé, ces gens qui étaient tranquilles, paisibles dans leur village, ils ont demandé rien à personne. On a été les chercher pour venir construire l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas ça notre débat. Je te le dis juste pour te dire que c'est important. Un Français issu de l'immigration, correct, bien habillé, qui parle bien, qui parle de la fraternité, qui va à la mosquée ou à l'église ou aux synagogues, qui travaille pour le mieux vivre ensemble, n'intéresse pas la France qui dirige. C'est lui qui intéresse la France qui dirige, ce sont le 1%, le 2% des Français issus de l'immigration. Si on regarde aujourd'hui un véritable étude mathématique, qui sont les gens en prison, on va voir que ce n'est pas la majorité des Français issus de l'immigration qui sont en prison, ou qui sont des fouteurs de merde. Voilà. Donc, en fait, j'arrive au commissariat de police, ils me descendent de la voiture et ils me mettent immédiatement dans un cellule de 2 mètres par 2 mètres avec deux autres personnes. Puis après, il y a un troisième qui arrive. Au bout de 2 heures, il me sort pour me dire, voilà, vous avez le droit de communiquer avec une seule personne de votre famille et un avocat. Bien sûr, j'ai appelé ma fille parce qu'elle est avocate et un ami aussi. Je leur dis, si vous connaissez des avocats, il faut me l'envoyer. Et bien entendu, ça a mis longtemps pour qu'ils trouvaient quelqu'un. Et là, ils sont revenus me voir en disant, maintenant, tout de suite, il faut absolument, si vous ne trouvez pas un avocat, on va désigner un avocat d'office. Je leur dis, ben, écoutez, il n'y a aucun problème, désigner un avocat d'office. Moi, je suis juriste et de toute façon, je sais de quoi je parle et je suis habité par la paix. Il n'y a rien à cacher pour moi. Ils ont désigné un avocat d'office, il s'appelle Maître Alexandre Anderine. Donc, Maître Alexandre Anderine, il est venu me voir. Il m'a invité dans un petit bureau comme ça, tout seul avec lui.
Il a tapé la main sur la tête comme ça en disant, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez qu'est-ce que vous risquez pour tout ce que vous avez dit? Je lui dis, attendez, cool, L'avocat censé te défendre absolument, porte déjà un jugement. mais c'est pas de sa faute, on l'a éjecté avec, bien entendu. Je lui dis, maître, calmez-vous, vous êtes un jeune encore, il faut apprendre un peu la sagesse. Qu'est-ce que la police vous ont dit? Dites-moi. Il m'a dit, la police a dit, vous avez déclaré à l'aéroport en rentrant que vous êtes l'incarnation du terrorisme, que vous êtes fier d'être un terroriste. Je lui dis, mais vraiment, est-ce que vous êtes, je veux dire, est-ce que vous pensez qu'un être normal, il peut dire ça? Je lui ai expliqué que tout ce qui s'est passé, c'est à cause de mon livre, parce que mon livre dérange beaucoup là, ce que je viens de sortir. Quand l'arabe s'éveillera, et ce livre, comme tu le vois, Alexandre, il est dédié à la Palestine, au peuple de la Palestine. Et c'est quelques dernières déclarations, et notamment sur ta chaîne Kéros, que j'ai fait il y a quelques jours, que j'ai exposé mes idées claires et nettes, précises. Donc, j'ai expliqué pendant 30 minutes, 29 minutes exactement, à l'avocat. Et là, l'avocat, il se levait, il m'a dit, mais c'est pas normal. Et ils sont en train de fabriquer une accusation. C'est pas normal. Il a été voir la police. Et il a dit, écoutez, moi, je ne peux pas assumer ce que vous m'avez dit. Le monsieur, il est sûr de lui-même. Et là, ils ont demandé à l'avocat de m'amener alors dans le bureau de l'interrogation. On est monté à l'étage au-dessus. Il y avait 3 messieurs de police judiciaire qui m'ont interrogé avec beaucoup de respect. C'était parfait, il n'y a aucun problème. Là, c'est la police judiciaire. Donc, c'était des questions-réponses. Ils voulaient savoir pourquoi je dis que je suis l'incarnation du terrorisme. Tu n'as évidemment jamais dit ça, hein, pour ceux qui nous suivent. Écoutez, normalement, je leur dis normalement, dans l'aéroport, il y a des caméras partout, tout est enregistré. Amenez-moi n'importe quel enregistrement, amenez-moi juste une image où vous voyez que mes lèvres bougent. Si à l'image, vous voyez que mes lèvres bougent, ça veut dire j'ai dit ça. Parce que je sais quand même, j'ai pas perdu. Je suis rentré, j'ai pris ma carte d'embarquement et je suis venu m'asseoir juste en attendant de rentrer dans l'avion. Et là, c'est vrai qu'ils ont rien apporté. Rien. Ils m'ont descendu dans ma cellule. J'ai passé une nuit horrible parce que... Tu as refusé de manger et boire? Absolument. Et on ne peut pas partager une chambre de 2 mètres avec 3 ou 4 personnes et toute la nuit, la porte s'ouvre et se ferme parce qu'en fait, ils ont changé de prisonniers. Et puis, après tout, j'ai pensé vraiment que ces prisonniers, ils l'ont mis exprès pour me surveiller ou pour me faire parler, et moi, je refusais de parler. J'en ai pas échangé un seul mot avec eux. Quand ils ont voulu savoir pourquoi je suis là, j'ai mis mes mains sur mes oreilles et je n'ai pas répondu. Le lendemain, à 11h, il vient me chercher et me dit qu'il y a une nouvelle avocate, c'est maître Diala Al-Shaman. Maître Diala Al-Shaman, il est venu me voir de la part de ma fille. Ma fille est avocate, donc on s'est mis dans un bureau, mais je lui ai tout de suite dit, maître, par respect pour l'avocat qui était désigné d'office, je préfère que vous lui d'abord parlez, parce que je n'aime pas la trahison. Donc, il a beaucoup apprécié ça. Il a été voir l'autre avocat, et l'avocat, il est venu me voir, me dit, il n'y a aucun problème, monsieur Azam. Moi, j'étais avec vous hier. Aujourd'hui, vous avez un autre avocat de votre choix. Je suis en train d'expliquer tous ces détails. Ça peut servir comme, je suis sûr qu'il y aura d'autres gens qui vont être invités comme moi. Donc, il faut qu'on sache tous ces détails. Donc, j'ai discuté avec l'avocate. Il a l'air de connaître parfaitement le droit pénal. Et là, elle m'a parlé. Il m'a dit la vérité. Il m'a dit tout ce qui
on vous accuse, c'est de faire l'apologie de terrorisme. Et ça, c'est ma spécialité. C'est donc l'avocate qui parle. C'est ma spécialité. Je connais par cœur ce terme apologie du terrorisme. Et bien entendu, pour eux, tout ce que j'ai raconté, encore, je fais la pub pour mon livre, tout ce que j'ai écrit dans mon livre et tout ce que j'ai dit dans mon interview avec toi, Alexandre, pour eux, ils ont traduit ça en apologie du terrorisme. Ils ont pris des exemples précis, Adnan? Ils ont pris des exemples précis? Ou ils ont juste dit apologie? Bien sûr, parce qu'ils m'ont posé la question carrément, est-ce que vous avez quelque chose contre les Juifs? Et moi, je leur ai répondu que les Juifs, ce sont mes amis, mes frères, mon dentiste et les Juifs à Paris. Donc, je veux dire, je n'ai rien contre. Les Juifs, c'est une religion. C'est comme les chrétiens, comme les musulmans, comme le christianisme et le musulman et l'islam. Et puis, ils m'ont posé une deuxième question. Est-ce que vous êtes pour la cause palestinienne? Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis pour la justice. Toute ma vie, depuis tout jeune, même quand j'étais jeune à l'école, j'ai toujours soutenu la justice. Ce que je pense juste, ce que je pense est vérité. Et aujourd'hui, le peuple palestinien subit l'injustice, ça c'est sûr. Donc, je suis pour le peuple palestinien aujourd'hui. Je suis pour cesser la guerre. Je suis pour trouver une solution pacifique à ce grave problème en Palestine. On ne peut pas continuer à tuer des enfants et des femmes. On a encore vu aujourd'hui un tweet d'envoyé spécial de Lise Lucet qui était refusé. On lui a refusé, le gouvernement israélien lui a refusé de rentrer à Gaza, donc à Rafah, et elle a réussi à avoir les images du porte-parole de l'UNICEF qui dit que, bon, il n'a pas 20 ans, hein, il travaille depuis 30, 40 ans, il a dit qu'il n'a jamais vu ça. Il y a des centaines d'enfants estropiés qui ont perdu des membres, qui ne peuvent pas être soignés à l'extérieur. C'est un véritable massacre qui est en train de se passer. Il y a Pascal André, un médecin aussi, anesthésiste, qui était là-bas, qui a été reçu 5 minutes sur une chaîne française, alors qu'il devait lui donner une demi-heure, mais qui ne disait pas ce qu'il fallait dire, qui a dit que c'est véritablement un scandale, un génocide, une horreur qui est en train de se passer là-bas, qui n'a jamais vu ça. Donc, on se demande jusque quand les médias, parce que c'est aussi une responsabilité médiatique de ce qui est en train de se passer, hein, comme un article que je viens d'écrire, l'information tue. Donc, les effets de ça, c'est aussi le fait qu'ils t'arrêtent comme ça et qu'ils te mettent 24 heures. Absolument. Donc, après cet échange avec l'avocate, il est monté voir la police judiciaire en disant « Mon client, il est prêt à être entendu une deuxième fois ». Et alors, ils m'ont amené là-haut une deuxième fois dans ce bureau d'interrogation et ils ont recommencé à peu près la même question. Et ils m'ont demandé, est-ce qu'on peut ouvrir votre téléphone? Et je leur ai dit, mais mon téléphone, il est entre vos mains, vous me l'avez confisqué immédiatement, vous pouvez l'ouvrir, il n'y a aucun problème. Ils ont pris mon téléphone, ils l'ont ouvert, ils sont tombés directement sur ma décoration au Sénat. Donc, ils ont feuilleté vraiment pendant quelques minutes. Et un des policiers, il m'a dit, écoutez, on va quand même être sûr que vous êtes dans un état normal. On va vous présenter à des médecins psychologues. Je lui ai dit, écoutez, il n'y a aucun problème. Je suis prêt à rencontrer des médecins psychologues. Et là, il me descend dans l'étage d'en bas. Et je me trouve dans un petit bureau, sur une chaise, en face de deux médecins psychologues. Ils m'ont posé plein de questions, mais vraiment de toutes sortes de questions, de mon enfance, de ma famille, de qu'est-ce que j'ai fait, de tout ce que... Une véritable interrogation. C'est quand même très intrusif, Adnan. Ouais. Et à la fin, quand ils ont dit, ça y est, c'est fini, je leur ai dit, monsieur, rassurez-moi, est-ce que je suis un être normal ou je suis fou? Et là, regarde Alexandre, il me dit, non, non, vous êtes normal, mais quand même, il y a une faille. Ah bon? C'est quoi la faille? Et ils m'ont dit, vous êtes jovial, un peu trop jovial. Ah ouais? Absolument. Et
je lui dis, écoutez, monsieur, c'est dommage que vous n'avez pas de culture euh, sur le comportement du monde oriental. À mon avis, dans vos études de la médecine psychologique, vous n'avez pas fait de l'histoire, donc vous êtes resté confiné à la culture occidentale. Dans le monde occidental, quand on a toujours, il faut toujours comme ça faire un peu la tête, genre cinéma, Hollywood, pour dire que ce monsieur, il est sérieux, il a l'air super, etc., etc. Mais dans le monde oriental, d'une manière générale, la culture, la civilisation orientale, depuis des siècles, on a appris un peu d'être humble. Et quand on est jovial, ça veut dire on est croyant, on croit en Dieu et on rejoint Dieu dans chaque instance de notre existence avec un visage ouvert et pas un visage fermé. Un visage ouvert, pour les médecins qui m'ont interrogé, ça veut dire trop jovial, ça veut dire naïf ou fou. Je leur ai dit, et moi, sur le plan personnel, j'ai tout pour être heureux parce que je connais mon père, je connais mon grand-père, mes arrière-grands-pères, au moins jusqu'à 10 générations. Je viens d'une très grande famille orientale, donc je ne vois pas pourquoi je me présente tristement ou avec un visage fermé au monde. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, j'ai 6 petits-enfants, je suis très heureux avec eux. Donc honnêtement, mes chers médecins, vous devez faire un petit stage de culture générale et surtout en France aujourd'hui, c'est très important pour cette médecine psychologique parce que quand même, il y a des milliers de Français issus de l'immigration. Je le vois dans le métro, je le vois partout. Ils ont plutôt le visage ouvert et pas un visage fermé. Et je ne suis pas en train de critiquer le visage fermé. Hein. Chaque civilisation, il a un mode d'opération. Mais j'ai pas le droit de dire, Alexandre, toi, tu as un visage fermé, tu es plus sérieux que moi, tu es plus intelligent que moi. Non, chacun, il se présente comme il a envie. Mais juger quelqu'un qui est fou, mais j'ai compris, vraiment, j'ai compris qu'ils veulent m'intimider, ils veulent me rendre fou, ils veulent que j'abandonne mon combat. Et bien, à 67 ans, je suis prêt à rester 1 an en prison. Je suis prêt à rester comme Nelson Mandela 15 ans en prison si le fait que mon séjour en prison puisse servir la cause de la vérité, la liberté, ce que le monde entier aspire actuellement pour s'en sortir de cette macabre dans lequel on se trouve aujourd'hui à cause, et c'est là, je vais terminer par là, de ce monde anglo-saxon, américain. Parce qu'en fait, j'ai oublié quelque chose de très important, Alexandre, à te dire. À l'entrée de l'avion, quand ils m'ont encerclé, et j'ai voulu poser la question pourquoi, le policier qui était en face de moi, il me dit, mais oui, vous étiez aux États-Unis et vous le savez qu'aux États-Unis, on fait comme ça. Je lui dis, donc vous êtes là vraiment de copier bêtement sur les Américains. C'est-à-dire, le modèle américain, c'est le modèle qu'on applique en France. C'est pas vraiment une fierté pour les Français qui ont donné à l'humanité beaucoup plus que les Américains de copier leur modèle policier et copier leur prison de Guantanamo. C'est pas du tout une fierté pour un homme européen de copier sur les Américains. Le jour viendra où les Américains seront jugés pour génocide des millions et des millions d'Indiens natifs des États-Unis. Le jour viendra. L'histoire ne pardonne à personne. Pour l'instant, ils sont forts. Pour l'instant, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent à travers le monde. Mais aucune civilisation, depuis les Sumériens jusqu'à aujourd'hui, restait là-haut. Nan, ça me fait penser à une petite pub, mais c'est surtout, dans le dernier Kéros, il y a un article excellemment bien écrit sur Nizar Trabelsi, qui est un prisonnier qui a fait
qui a fait en Belgique, qui a purgé 12 ans de prison alors qu'il était condamné à 10. Il a fait 12 ans de prison. Et un jour, on vient le chercher dans sa cellule, on lui fait croire qu'on vient le chercher pour qu'il puisse se marier avec sa femme qui est à l'extérieur, puisque ça se fait dans le système carcéral, on peut se marier. Et en fait, ils l'ont amené à un aéroport militaire américain. Et il y avait 3 agents de la CIA qui l'attendaient. Depuis ce jour-là, alors qu'il avait déjà fait 2 années en trop, il avait été accusé faussement de terrorisme, il est un des 50 prisonniers qui est soumis à un régime d'incarcération inhumain, innommable. Il a déjà fait des tentatives de suicide, il a essayé de ne plus s'alimenter, on l'a sorti pour l'alimenter de force, et ça fait 10 ans qu'il est dans ces prisons. Une haute cour de justice l'a déclaré innocent depuis maintenant presque, je crois, 1 an, et il est toujours dans les geôles américaines, et c'est dans le dernier Kéros. Évidemment, les médias de masse ne vont pas en parler, et donc voilà de Bien quoi ils sûr. sont capables, ces Américains, ces Anglo-Saxons qui font l'exemple à d'autres, et avec des dirigeants européens qui sont les suppôts de ces Américains. Et donc, c'est toi qui les arrêtes alors que tu essaies de montrer la vérité. Je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais à Los Angeles en 1984, 1984, Non, Anna, on t'entend plus. voilà, Ouais, remets le son. je l'ai Voilà, ça va. raconté en détail dans mon livre. J'étais à Los Angeles, j'ai rencontré un très grand metteur en scène à Hollywood, à Beverly Hills. Il m'a invité à dîner. J'étais avec mon épouse Brigitte. Il m'a dit, Adnan, si tu vas devenir un homme connu à travers le monde, te demande à ta femme de rentrer en France et te déchire ton passeport français et te reste ici aux États-Unis. Moi, je veux m'occuper de toi. Tu as le physique de devenir comme Omar Sharif. Ma parole d'honneur s'est passée exactement comme ça. Donc, regarde à quel point les Américains respectent la France et les Français. Moi, je vais terminer avec un appel à tous nos concitoyens d'être vigilants, de se débarrasser de la haine, de se débarrasser de la méfiance gratuite. C'est pas un citoyen dans la rue qui va régler le problème de l'immigration en France. Ça se règle au niveau d'État à État. C'est pas un commerçant de Paris qui va régler le problème de l'immigration. Il faut absolument qu'on soit rempli d'amour et de compréhension pour qu'on puisse vivre ensemble. Le monde aujourd'hui est changé, on n'est plus dans le Moyen-Âge. Aujourd'hui, si tu prends un État comme Abu Dhabi, par exemple, les Émirats arabes, il y a 7 millions de personnes qui vivent là-bas. Sur les 7 millions, il y a 1 million uniquement natifs d'Abu Dhabi et 6 millions qui sont venus du monde entier. Toute l'économie des pays de Golfe, les pétroles, ils sont entre les mains des Américains et des Anglais. Donc le monde a changé complètement aujourd'hui. Je m'adresse aux citoyens de ne pas agir toujours en méfiance. Moi, je le vois quand je mets des choses sur Internet, sur Facebook. Il y a beaucoup d'amis français qui regardent ça, mais n'osent pas me mettre un like. Et ils ont peur qu'ils seront affichés. Un jour, un de mes cousins qui vit en Hollande, il m'a téléphoné. Il m'a dit, Monsieur Adnan, je vois tout ce que tu fais sur Internet, je te salue. Mais excuse-moi, je ne peux pas te mettre un like parce que j'attends ma carte de séjour et si je te fais un like, ils vont me juger, ils ne me donneront pas une carte de séjour. Mais si l'Europe aujourd'hui va devenir un état de terreur, c'est dommage. C'est dommage. C'est pas comme ça qu'on va constituer une force. Et un deuxième message, je vais saluer les policiers qui m'ont emprisonné pour leur dire je vous aime et je vous respecte, mais essayez d'exercer votre métier avec le minimum de mal. Regardez sur Internet le CV de chaque personne que vous mettez en prison. Voilà, cher Alexandre.
Merci, Hanan. Un troisième partie, je veux te remercier, toi. Méfie-toi, Alexandre, quand tu fréquentes quelqu'un comme Adnan Azam, tu vas finir par aller en prison parce que c'est pas vraiment une bonne fréquentation. On ira ensemble, Hanan, ils nous apporteront des oranges. Merci beaucoup. Je voudrais remercier mes amis qui m'ont préfacé mon livre, Dominique Delabarde et Christine de Vigencourt. Donc, et je vous conseille de commander mon livre directement à moi. C'est un très bon livre, c'est un plaisir à lire et je serai ravi de vous le poster partout où vous êtes en Europe. Merci, Hanan. Merci, courage pour la suite. Je rappelle aussi que Marc Doyer avait été arrêté et lui gardé, je crois, en garde à vue 48 heures. Tout ça pour avoir envoyé un message au président Macron en lui parlant des effets secondaires du vaccin dont son épouse est décédée. Donc, on sent que les taux se resserrent. Mais comme tu le dis, Hanan, il ne faut plus avoir peur. C'est fini. On n'a pas peur. Même pas peur. Je rappelle que le Kéros sera la semaine prochaine en librairie. Voilà. Et que les Français peuvent s'abonner. Il y a beaucoup de Français qui nous suivent, mais pas assez. Hein. Vous êtes quand même 70 millions. Abonnez-vous à Kéros. Hein. C'est tout à fait. Merci, Alexandre. Il y a des abonnements. Merci, Alexandre. Aussi. Voilà, faites vivre la presse libre parce que sans presse libre, sans individus libres, on pourrait pas donner la parole à des gens comme Adnan. Bientôt, Alexandre, bientôt on va faire une conférence. Jeudi 25 avril, on va faire une conférence avec Maître Diala Al-Shaman pour expliquer aux citoyens le terme de l'apologie de terrorisme. Donc, on vous informera la date exacte et l'heure et le lieu. Tu nous dis ça et on retransmettra. Absolument. Alors, il y a plus de 200 personnes qui nous suivent alors qu'on n'avait pas prévenu. Donc, ça veut dire que ça intéresse énormément les gens. Merci à tous ceux qui nous suivent. Soutenez-nous dans la mesure du possible. Voilà, de vos possibilités. Mille merci. Merci, Anna. Alexandre. Avec un visage jovial, je te dis, et même avec ma dent qui est tombée avant-hier, donc je te dis très bonne journée et à très bientôt. À très bientôt. Merci, Hanan. Salut.